Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Twitch de SportMed pour une émission inhabituelle, un horaire inhabituel consacré à l'Euro 2020 et notamment à l'équipe de France. Bienvenue à vous tous, bienvenue au chat, bienvenue aux modérateurs, notre fidèle équipe de modérateurs, fidèle au poste. Et on va accueillir aujourd'hui pour nous accompagner cet après-midi Jacques Bail. Jacques, on t'a tiré de la sieste, désolé. Ouais, merci, c'est gentil. Non, mais je fais pas la sieste. Je suis pas encore assez vieux. Un peu, mais pas encore pour la sieste, ça va. Jacques, tu es en vacances ou pas encore? Oui, oui, je suis en vacances avec Maritima. On a arrêté jusqu'au début des matchs de l'Olympique de Marseille, puisque nous, on commente uniquement les matchs de l'Olympique de Marseille et les émissions recommenceront début août. Jacques, Jacques, un des piliers, un chroniqueur en duo avec Karim Attab, que vous pouvez suivre tout au long de la saison sur les commentaires des matchs de l'Olympique de Marseille. Sans doute le meilleur duo de commentateurs de l'Olympique de Marseille. Ça, il n'y a pas photo. Bruno, qu'est-ce que tu en penses? De très loin, de très loin. Merci Jacques d'être avec nous encore une fois après la dernière Merci. fois où tu as été super. Grand merci d'être avec nous. Voilà. Je vous en prie, les gars. Merci à vous de m'accueillir et ces compliments nous font chaud au cœur avec Karim. On se rend compte maintenant, on est un petit peu en vacances entre les boules là, parce qu'on se voit tout le temps et c'est vrai que ça fait plaisir. On est plein de compliments, les gens nous accueillent. Ça fait vraiment, vraiment du bien. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Vraiment. Vous avez reconnu la voix inimitable de Bruno Angelica. Bruno, ça Oh, va? inimitable. Ça va, Gilles. Ça va. L'Italie a gagné. Et tout s'est bien passé et très content d'être avec toi, avec vous, avec tout le monde. Bon. Robinho. Il a Oui, passé, bonsoir. au révélateur quand c'était mercredi, mercredi lors de ta première en tant que consultant, il est passé au révélateur, ma foi, il a obtenu la moyenne et puis du coup Oui. il revient en deuxième semaine. Ça va Robin? Ça va les amis? Ouais, ça va, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde, excusez-moi, Ouais, j'allais dire bonsoir. Et j'espère qu'on va passer une bonne émission. Oui, oui, je suis prêt pour parler de l'Euro. Tout est impeccable. Ouais, on va parler de l'Euro qui a débuté hier, on va en parler en Oui. première partie, on va revenir sur la victoire de l'Italie. L'Italie qui a confirmé tous les espoirs qu'on mettait sur cette équipe, sur cette squadra azzurra, nouvelle version. On parlera également un petit peu, alors là, il y a un match qui est en train de se dérouler, Pays de Galles-Suisse, on le suivra d'un œil également, on vous informera du score. Et on va parler également ce soir de l'entrée en liste de la Belgique, sans doute la Belgique, un des concurrents les plus sérieux pour la victoire finale. Mais la Belgique qui a quelques soucis d'effectifs, on va en parler. Et puis évidemment, on fera un petit tour d'horizon. On ira faire un petit tour du côté de nos Bleus pour prendre un peu la température, pour voir si les petits différends se sont aplanis, si tout le monde est en ordre de marche pour cette rencontre au sommet mardi 15 à Munich contre l'Allemagne. En deuxième partie d'émission, on vous parlera de notre nouvelle rubrique, nos concours sur les paris sportifs qu'on va mettre en place dans les prochains jours. Voilà, c'est parti. Alors, on n'oublie pas évidemment de s'abonner. On n'oublie pas de s'abonner sur Twitch, on n'oublie pas de s'abonner sur YouTube pour avoir les replays, sur Twitter, Facebook, Instagram et tous les réseaux sociaux. On est présent partout pour rester connecté et puis pour obtenir quelques petits privilèges. On en parlera en fin d'émission, en deuxième partie d'émission. Allez, on y va. L'Euro 2020, les 3 coups ont sonné hier. Ont été donnés, ouais. Et Bruno, tu as un peu regardé la cérémonie d'ouverture. Tu voulais nous faire partager ton agréable surprise concernant cette cérémonie. Oui, ça fait plaisir quand on aime l'Italie, quand on est d'origine italienne. Moi, j'ai trouvé qu'elle était très réussie, avec peu de spectateurs en raison du Covid. Il y en avait à peu près 16 000, mais ça a été un peu un mélange de virtuel et de réel pour ceux qui l'ont vu et pour ceux qui l'ont pas vu. On explique un peu comment ça s'est passé au Stadio Olimpico de Rome. On a eu Totti, Nesta qui ont un peu lancé qui ont lancé un peu les hostilités, qui ont lancé cet euro. On a eu Bocelli qui a chanté merveilleusement aussi
un air d'opéra très connu, c'est le Turando, le Nessun Dorma. Enfin, il y a eu beaucoup d'émotions, moi je trouvais. Et puis on a eu aussi Bono qui chante l'hymne de l'Euro officiel, qui était avec un peu un spectacle donc de virtuel, mais ça a bien fonctionné alors que ça pouvait être un peu casse-gueule. Il y a eu pas mal d'émotions et puis surtout après la sélection italienne a parfaitement lancé la compétition à Rome chez elle et puis 7 euros avec 3 buts. Depuis très longtemps, l'Italie, même je crois que c'était peut-être la première fois que l'Italie marque 3 buts pendant un euro. Et donc, ça lui fait 28 matchs consécutivement sans défaite. Elle s'est vraiment affirmée hier comme un prétendant. Moi, je prends un peu des risques à une victoire finale, hein, parce que c'est une super Italie qu'on a vue hier. Peut-être que Robin nous en dira plus aussi. Donc, c'est un très bon début. Espérons que ça continue pour cet euro. Ouais, ça se présente sous les meilleurs auspices, hein, un vent de fraîcheur qui semble souffler sur cette compétition. Alors, est-ce dû au fait qu'on a été privé de spectateurs et le fait de revoir, même si c'est quelque peu clairsemé, mais le fait de revoir un public réagir sans avoir ces bandes Ouais. sonores qui passent, déjà, ça change tout. Jacques, tu as regardé le match hier. Est-ce que déjà tu as vu le match? Oui, je l'ai vu, mais je l'ai vu entrecoupé parce que j'avais des trucs à faire. Et je vais profiter parce que comme je ne vais pas pouvoir rester très longtemps avec vous malgré tout, je voudrais aussi revenir sur la polémique qui est née avec Mohamed Bouafsi et Roland Courbis. Alors, Oui. je peux me permettre d'en parler parce que j'ai eu Roland ce matin et on en a discuté. Donc, je trouve que je rejoins Roland. Alors, c'est pas parce que c'est mon ami, mais il faut pas se croire plus beau que ce que l'on est. Parce que c'est vrai qu'on est une belle nation de football, mais vous le dites, les gars, l'Italie a une belle nation de football. Les Anglais ont une belle nation de football. Les Allemands ont une belle nation de football. Les Pays-Bas, donc la Belgique, ça reste l'euro. C'est très difficile. N'oublions pas qu'on a eu un groupe très facile pour la Coupe du Monde qui nous a permis d'arriver en finale et de la gagner. Attention, on ne va pas dénigrer, hein, on est champion du monde, mais le championnat d'Europe, on l'a vu notamment contre le Portugal, on s'est fait surprendre. Donc, ce que j'aimerais, ce que je souhaiterais, c'est qu'on prenne conscience de nos qualités. Oui, c'est certain. Mais il ne faut pas surjouer. Il ne faut pas se prendre pour d'autres personnes. Et si vous me l'autorisez, je vais vous donner... j'ai vécu une expérience avec Roland. On était en Algérie. Et il y avait la finale de la Coupe d'Algérie. USMA Mouloudia. C'est un peu Paris Saint-Germain-Marseille. Le Mouloudia l'avait gagné 4 fois, la finale contre l'USMA. Et toute la semaine, ils disaient la manita, les 5, la manita. Et ils ont fait ça toute la semaine. Les joueurs venaient sur les plateaux télé. Et finalement, si vous voulez, la finale, c'était vraiment secondaire. Elle était gagnée. C'était vraiment... il n'y avait plus rien à faire. Donc, pas de problème. Nous, on est restés tranquilles dans notre coin, puisque de toute façon, c'était sûr qu'on allait perdre, puisque c'était annoncé. Et bien finalement, c'est nous qui avons gagné la finale. 1-0 sur coup franc. Et donc, la manita, elle s'est retrouvée sans un doigt, comme les menuisiers. Il a manqué un. Donc, vous voyez qu'il faut faire très, très, très attention. Tu arrives, des fois, tu te penses que ça va être facile et ça ne l'est pas. Quand on est arrivé avec Roland aussi à Marseille, on était à Montpellier, le premier match à Marseille contre Bielsa avec des Gignac et compagnie. Nous, on avait des petits joueurs qui s'est Cabella, des Jonas Martin, des Dabo, des Stambouli qui arrivaient du centre de formation. On a gagné contre l'Olympique de Marseille. Donc, un match, ça se joue à très peu de choses. Et il faut faire très attention. Et quand vous parlez de la polémique qui est en train de naître dans le groupe, avec Giroud, Mbappé, alors je ne suis pas assez... à l'intérieur, pardon, pour savoir si c'est grave ou pas grave. Mais un grain de sable peut faire tout dérailler. Donc, attention. Ouais. Est-ce que tu es en train de nous parler finalement de la jurisprudence 2002, hein, cette fameuse génération, cette fameuse compétition où on était arrivé avec les 3 meilleurs buteurs des grands championnats européens, hein, Trezeguet, Henry, Cissé, et au final, on n'avait pas mis un but
en phase de groupe, terminé bon dernier, il me semble, et sorti par la petite porte. C'est vrai que ça. Et je me rappelle aussi d'une, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'une publicité Adidas qui avait déjà anticipé la deuxième étoile sur Ah le ouais. maillot. Donc c'est vrai que ça, il va falloir y faire gaffe. Mais la polémique qui a fait rage sur RMC entre Momo Boafsi et Roland Courbis, finalement, c'est sain, j'ai envie de dire, moi. Ça a du Et, bon. et Jacques, peut-être moi, j'avoue que j'ai pas cette polémique, je suis pas au courant. Ou Gilles, un peu que faire le point. Qu'est-ce qui a été dit? C'est qu'on se voyait trop beau, c'est ça le côté Ah ben français? Roland a Oui. tout simplement poussé un de ses coups de gueule dont il a le secret, en Mm. mettant en garde tout le monde contre l'excès de confiance et il n'a pas tort. Enfin, de mon point de vue, il n'a pas tort. On peut raisonnablement admettre qu'on a une très 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 bonne équipe, mais de là à se voir déjà arrivé et déjà champion d'Europe, il y a un pas que certains médias sont en train de franchir et peut-être que c'est pas la meilleure des choses pour préparer la compétition. Hein. Je pense que c'est ça, Jacques. Oui, mais au départ, en fait, si vous voulez, avec tout le respect que j'ai pour Momo, c'est que c'est Momo Boafsi, c'est un garçon que j'adore, mais vraiment, et je peux me permettre parce que c'est des gens avec qui de relations et il n'y a aucun problème. Mais Momo, la polémique née, il annonce que oui, l'équipe de France doit affirmer qu'elle est là pour gagner le championnat d'Europe, qu'elle est favorite et qu'il faut assumer ce costume de favori. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Ah oui. Et ça, je pense que même si tu penses ça, tu peux dire effectivement, on fait partie des 3-4 équipes qui sont en capacité de gagner ce championnat d'Europe. Oui, ça, bien sûr, parce qu'on est champion du monde, mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a des nations, comme je vous dis, comme l'Allemagne, comme les Pays-Bas, la Belgique. N'oublions pas en Coupe du Monde, la Belgique, même si De Bruyne, il va y avoir des absents. C'est quand même très compliqué de gagner un championnat d'Europe. Donc, je pense que déjà, dans la tête des joueurs, si vous leur dites qu'ils sont favoris, quelque part, ça vous lève tant soit peu de motivation. Alors, je m'explique. Comment le soir, on va manger un peu plus que d'habitude. On va dormir peut-être un peu plus tard que d'habitude parce que on se dit qu'on est plus performant que les autres. Et comme à ce niveau-là, c'est une multitude de détails qui changent le cours des matchs, eh bien, tous ces détails, s'il n'y a pas une réelle récupération, une alimentation saine, s'il n'y a pas d'altercation dans le groupe, tout ça fait que tu peux avoir un bon championnat d'Europe. Vous ne pouvez pas vous imaginer, les gars, à quoi ça tient le vestiaire. C'est Tellement de incroyable. paramètres. Tellement de Et, paramètres qui rentrent en jeu, évidemment. c'est terrible, c'est terrible. Vous avez des gens de la jalousie qui sont, par exemple, Mbappé avec d'autres. Mbappé, c'est quand même la star du monde entier. On ne parle que de lui. Il y a quand même certaines jalousies qui peuvent naître. Après, vous avez des différences d'âge. Des mecs qui ont 32, 33 ans, ils n'ont pas forcément envie de jouer à la play avec un minot de 20 ans. Il y a des différences de caractère, il y a des différences de religion, il y a des différences de tout qui rentre dans un vestiaire. Donc ça, il faut être très attentif à tout ça. Et c'est l'amalgame de tout ça qui vous fait réussir. Robin, tu voulais réagir? Oui, oui, ben, je suis tout à fait d'accord avec Jacques Ball et surtout tout à fait d'accord avec Roland Courbis. Moi, j'aimerais quand même rappeler une chose. En France, on a souvent l'habitude de surestimer nos joueurs. Je veux rappeler quelque chose. En finale de la Coupe du Monde 2018, la composition d'équipe qu'on avait contre la Croatie, on avait quand même, pour la défense, je parle, Umtiti, qui était en état de grâce. On avait Matuidi qui jouait ailier gauche. On avait une animation défensive bien meilleure que celle-là. Parce que moi, je vous le dis, là, on change de compo, sûrement un 4-4-2 en losange avec Varane et Kipembe derrière. Je vous dis, moi, je ne vois pas trop beau. Pour moi, l'Italie a une meilleure défense que la nôtre, pour vous donner un exemple. Donc, il faut faire très attention, les gars. Ça va être compliqué. Parce que les joueurs, ils sont revanchards. D'ailleurs, je vous donne juste un exemple également. Quand on a fait, après la Coupe du Monde, le premier match qu'on a vu contre la Turquie, on a perdu, hein, au passage. Hein, parce que tout le monde veut battre les champions du monde. Donc, ne pas se voir trop beau, y aller avec humilité. Parce que hier, on a vu l'Italie, ils ont mis 3-0 à la Turquie et c'était franchement facilement. Hein. Et l'arbitre s'appelait Mac Turquie, pas Mac Kenny. Hein. Il y a 2-3 pénaltys oubliés. Voilà ce que je voulais dire. Ouais. Non, mais en plus, indépendamment de tout ça, il y a tellement de paramètres qui peuvent, en cours
en cours de compétition qui peuvent rentrer en jeu, l'atmosphère, l'équilibre dans le groupe. Il suffit vous avez vu déjà les polémiques naissantes entre Giroud et Mbappé. Bon, ça va, ça semble avoir été éteint. D'ailleurs, on fait confiance à Didier Deschamps pour être garant, on va dire, de cette sérénité. Mais il n'y a pas que le terrain, il n'y a pas que les noms ronflants. Il y a tout ce qu'il y a autour dans une compétition comme ça où on vit quasiment 1 mois et demi ensemble. Jacques, tu confirmes? Mais oui, c'est énorme. C'est pour ça que je vous dis, je vous répète, la gestion d'un groupe, et en plus, moi je l'ai connu quand on a fait l'équipe nationale du Niger, où on a fait la CAN. Donc tu vis pratiquement 1 mois avec ces joueurs. Et on sait que tu t'en vas en vacances avec des amis. Des fois, au bout d'une semaine, il y a un peu de tension parce que ils Même font des moi. choses. C'est normal. Chacun a sa façon de vivre. Donc, quand tu restes 1 mois avec des gens comme ça, avec des copains, des gens que tu connais plus ou moins, il y a forcément des tensions, même avec ton meilleur ami. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut être vigilant. Je sais que Didier Deschamps, là-dessus, il fait très attention à ça, parce qu'il a toujours dit le groupe, c'est essentiel pour aller plus loin. Donc voilà, c'est pour ça que je répète, attention, ne nous voyons pas plus beaux que ce que l'on est, soyons vigilants, sans quand même se prendre pour ce qu'on n'est pas, c'est-à-dire que oui, on a une étiquette de favori, mais pas le favori numéro 1, on n'est pas les seuls. Alors pour les non-initiés, hein, Jacques Bail, aujourd'hui vous le connaissez peut-être surtout à travers son activité avec Maritima et Karimata, on en a parlé tout à l'heure, mais il a été également adjoint de Roland Courbis et l'a suivi dans de nombreuses de ses pérégrinations, et notamment à l'étranger lors de son aventure en Algérie, et il vient d'en parler au Niger. Hein. C'est pour ça qu'il peut en parler en connaissance de cause. Bruno, toi aussi, tu es d'accord? Parce que c'est vrai que le chat, on a pas mal de remontées où on nous dit, attendez les gars, on est quand même vice-champion d'Europe, champion du monde. Si on ne peut pas dire qu'on est favori de l'Euro, alors c'est pas la peine. Ça veut dire qu'on a peur. Bruno, quel est ton avis, toi, là? Sur le papier, c'est vrai que c'est incontestable que ce soit au milieu, devant surtout, je pense que depuis très longtemps, voire jamais, on a eu une puissance offensive et des talents individuels aussi nombreux devant. Je pense que tout le monde peut le dire. Maintenant, peut-être que, alors il y a eu la polémique Giroud-Mbappé, et puis surtout, moi, ce que j'ai entendu, peut-être Jacques aussi qui a suivi le confirmera, c'est que ce sont les joueurs eux-mêmes. Je crois que c'est Koeman qui, au tout début des prises de parole, des conférences de presse à Clairefontaine pour préparer l'Euro, ont eux-mêmes dit qu'en gros, ils avaient la meilleure attaque du monde, voire la meilleure équipe. Ils l'ont pas dit, mais c'est eux-mêmes qui ont un peu porté le message. Donc, erreur ou pas, on va voir. On va voir comment ça va se passer. C'est vrai qu'on n'a pas. Moi, je pense que c'est aussi venu du staff. Alors peut-être que c'est des petites erreurs en com, hein, les fameuses erreurs en com qu'il faut éviter. Mais moi, d'après ce que j'ai entendu, dès le début, ce sont les joueurs eux-mêmes qui ont dit oula, il y a un petit truc, qu'ils étaient favoris, quoi. Voilà. Ouais. Là, on a un micro qui. Ouais, on a un micro. C'est peut-être Jacques. Jacques, tu nous dis si quand. Vous m'entendez Ouais. ou non là? Non, pas. Ouais, là c'est bon. Là, c'est mieux, ouais. Ouais, parce que Le j'avais temps que- un problème. Je suis rentré dans ma voiture et le Bluetooth a repris comme je devais partir. Il a pris le relais, donc là je suis dans la voiture, ça va, si vous m'entendez. Non, moi, surtout ce que je vous disais, c'est que j'ai pas dit qu'on n'était pas favori. Je dis qu'on fait partie de l'un des favoris 4 ou 5. On n'est pas Ouais, là, on a perdu, Jacques. Non, mais ce qu'il veut dire par là, c'est qu'on fait partie, hein, je suppose que c'est ce qu'il allait dire, on fait partie d'un lot de 4 ou 5 favoris, on n'est pas le favori. tout à fait, parce qu'il y a des petites équipes à côté, et finalement, eh ben, tu te fais battre parce que tu t'es vu plus beau que ce que tu étais. Voilà, c'est tout. Attention. Ouais. Jacques, on a des problèmes de transmission, de connexion. Bon, on a bien compris, on a bien compris le message, évidemment, attention. Alors après, on ne peut pas empêcher, hein, je relaye évidemment un message de nos limites 34 300 dans le chat. C'est vrai, on ne peut pas empêcher non plus le public, la presse, de présenter l'équipe de France comme une armada, avec son armada offensif, comme
comme le favori de la compétition. Encore plus, Gilles, quand les joueurs eux-mêmes le disent, hein, c'est ce que Oui, je voulais. mais Voilà, quand les c'est joueurs vrai. le disent et affirment, mais c'est bien aussi ça. Ça fait plaisir, c'est que les Français qui sont souvent, qui n'affirment pas certaines choses, c'est bien aussi quand des Français disent, voilà, on est. Donc ça fait aussi, ça fait. Après, bien sûr, il y aura les coups de bâton qui se prendront si ça se passe mal, mais ça peut être bien aussi de le dire, quoi. Voilà. Ouais, ce qui aurait été, à mon sens, un peu plus dangereux, mais ça, il n'y a aucun risque là-dessus, ça aurait été que le sélectionneur lui-même présente l'équipe de France comme le favori. Mais ça, la légendaire prudence de, Ah de oui. Didier Deschamps, on la connaît, et jamais au grand jamais il ne se permettra. Vous avez vu comment il s'est sorti du guêpier, hein, du piège tendu par José Mourinho, hein. Mourinho qui nous a présenté comme une équipe, qui a présenté l'équipe de France comme le grand favori et qui a dit que tout autre résultat que la victoire serait un échec. Ouais, Robin, bon. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Il s'est vraiment bien sorti du guêpier, car là, il nous a mis une grosse pression, José Mourinho, hein. Mais bon, c'est un habitué du fait. Maintenant, voilà, moi, je reste confiant quand même pour l'équipe de France, car on a vraiment une attaque exceptionnelle. Va falloir maintenant bien s'acclimater et bien jouer ensemble, et surtout que le groupe vive bien. C'est cela qui va être important pour cette compétition. Mais bon, j'ai quand même foi en la France pour qu'on gagne l'Euro, hein. ouais, le groupe vit bien. Attendons, hein, pour le moment, on n'en est qu'au début. Alors, on va revenir un petit peu sur la polémique naissante dont il semble qu'elle ait été éteinte rapidement. Mais on rappelle que suite à l'entrée, à la blessure de Karim Benzema, Olivier Giroud a fait son entrée à la 40e minute lors du dernier match amical des Bleus contre la Bulgarie. Ça se passe pas trop bien au niveau de la connexion avec Mbappé. Malgré tout, il met un doublé. Puis, à la sortie des vestiaires, il glisse un petit tacle au micro de l'équipe TV en rappelant en disant qu'il aurait pu même faire mieux et marquer plus de buts si les ballons lui étaient arrivés dans les pieds. Sur ce, on apprend que Mbappé, le lendemain, avait voulu rétorquer en conférence de presse et qu'il en a été empêché par Didier Deschamps. Bon, ça semble s'être aplani, mais attention, attention, on a des gros caractères, il y a des égos, il y a de la concurrence. Attention que ça ne vienne pas pourrir cette ambiance, ce groupe qui vit bien, hein, pour le moment, ok, mais il va falloir suivre ça de près quand même. Bruno. Oui, c'est sûr que le retour de Benzema, de toute façon, automatiquement, obligatoirement, il allait pas se passer aussi facilement comme ça vis-à-vis du groupe et tout. Là, on l'a vu. Alors, sa blessure malheureuse, alors ça va mieux, hein, les dernières nouvelles, c'est que ça va mieux. Normalement, ce week-end, d'ailleurs, tout d'ailleurs comme avec Griezmann qui était légèrement blessé, les Benzema et Griezmann devraient reprendre l'entraînement, donc postuler à une place de titulaire pour le match contre l'Allemagne. Et donc, pour revenir pour Benzema, c'est vrai que ces rapides blessures lors du dernier match a été malheureuse et a sûrement provoqué un peu tout ce qui s'est passé, parce que l'entrée de Giroud, donc Giroud qui est décisif, bon. Donc c'est vrai que le fameux cas Benzema dont on a parlé lors de la dernière émission, il va falloir aussi le gérer un petit peu, et peut-être que ça, il y a certains événements dans la vie et dans le sport et encore plus au foot où voilà, il y a des événements, on peut pas les prévoir avant, où il faut gérer. Voilà. Alors peut-être que il y a eu quelques petites erreurs du staff et en termes de com jusque-là. Il va falloir un peu serrer la vis. Mais c'est ce qu'on découvre à travers l'effet de jeu et la blessure de Benzema qui a sûrement un peu, qui n'a pas facilité les choses dans l'adaptation du joueur vis-à-vis du groupe. Jacques, si Ah tu ouais, nous entends, Bruno. allez, Ouais, encore, je vous encore une question ou deux, après on te libère. Jacques, le retour de Benzema, toi. Alors, tu voulais peut-être réagir sur ce que vient de dire Bruno, et après, je voudrais te poser une question sur le retour de Benzema en équipe de France. Qu'est-ce que tu en penses? ben, je vais essayer de faire d'une pierre deux coups. Tu vois, moi, ce qui me dérange, c'est que de fait, on va parler de Benzema parce qu'il y a eu une altercation Giroud-Mbappé, où pour moi, Giroud est maladroit parce que même s'il ressent ça, et c'est tout à fait légitime, en se disant je ne reçois pas de ballon, j'aurais pu en recevoir plus, il n'y a pas de problème là-dessus, ça c'est légitime. Mais ça, c'est des trucs que tu te dis dans le vestiaire. Tu dois lui dire à Mbappé, et tu dis mon poteau,
excuse-moi, mais je t'ai fait 50 appels et jamais tu m'envoies le ballon. Tu n'as pas besoin de le dire devant un micro. Parce que quelque part, ça fait exister la polémique Benzema. Et moi, c'est ça qui me dérange, parce que les gens, ils vont dire, tu as vu, il arrive Benzema, parce qu'après, Mbappé, il s'est retrouvé dans les tribunes. Donc voilà, il faut arrêter. Simplifions, ne compliquons pas les choses difficiles. Voilà, moi je trouve que Giroud a été maladroit sur ce truc, pas devant les buts parce qu'il a marqué 2 jolis buts, on le félicite, il n'y a aucun problème là-dessus, mais sur sa façon de parler, de s'exprimer après le match, devant les médias, c'est maladroit. C'est ce que je pense. Évidemment, parce que dans le chat, on nous dit c'est le journaliste qui a lancé la perche. Mais Giroud est quand même assez expérimenté, il connaît ce genre de piège pour ne pas justement y tomber. Mais tout à fait, mais bien sûr, mais c'est la base. Nous, quand nous étions dans les diverses équipes, on savait très bien que des pièges, les journalistes, ils sont payés et ils sont formés pour ça, pour trouver des scoops, pour essayer de te mettre et des pièges. Des fois, si tu un peu les imagines, il y a des branches avec des feuilles et des fois, tu les vois pas trop les pièges, tu sais. Donc, il faut vraiment, comme dans une forêt, faire très 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 attention. Donc lui, c'est pas un genou, Giroud, il a 35 ans, ça fait pas 2 jours qu'il est en conférence de presse. Donc des trucs comme ça, à la limite, non, pas du tout, vous inquiétez pas, il y a absolument rien avec Kylian, bien au contraire. Demain, on va se faire une partie, on rigolera, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est mon pote. Voilà, mais après tu peux lui dire les choses dans sa chambre, au cours d'un repas, ça tu as le droit, mais pas devant la presse. Ça c'est pour ça que je vous dis, il y a de plein de... Oui, je t'en prie. Vas-y, non, vas-y, termine. Non, mais vas-y, je t'en prie. Mais justement, que ça vienne de Giroud, moi j'ai trouvé ça assez étonnant parce que Giroud, d'habitude, il est quand même assez calme. Il a un seuil de tolérance, hein, on l'a vu avec tout ce qu'il a pris là, pendant ces derniers mois, ces dernières années par rapport à la polémique Benzema, dont il est également une victime parce que lui, il n'a rien demandé, hein, le pauvre. C'est pas lui qui a écarté Benzema, c'est pas lui bon, enfin bref, on ne va pas revenir là-dessus. Mais avec tout ce qu'il a enduré, on a l'impression qu'en fait, le vase était plein, qu'une petite goutte d'eau, elle a fait déborder le vase. Et moi, ça m'inquiète parce que venant de Giroud, c'est pas le genre de la maison à craquer. Non. Et là, le fait que d'emblée, il semble poindre une pointe de nervosité de sa part, je me dis inquiet, quoi. Mais Giroud, est-ce qu'on s'est posé la question de savoir, ça fait un petit moment qu'il ne joue plus Giroud à Chelsea. Giroud, il n'a pas joué la finale de la Champions League. Donc peut-être que lui, il a un peu d'amertume au fond du ventre. Voilà. Donc peut-être que le ras-le-bol, il arrive et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais voilà, moi je trouve que, sincèrement, je pense qu'il a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Voilà. Maintenant, je le félicite quand même pour ses 2 buts. Voilà, c'est extraordinaire. Franchement, très bien, bravo. Mais voilà, il faut faire attention de ce qu'on dit, surtout que bon, franchement, hein, quand tu sors d'un match et que tu viens de marquer un doublé, tu as envie de lui répondre, mais dis-moi, tu vas marquer combien de buts? 40? Tu vois? Donc c'est déplacé. Si tu fais 0-0 et que tu dis ouais mais j'ai fait des déplacements, jamais j'ai fait des décrochages, jamais on m'envoie le ballon, je marronne. Mais là tu viens de gagner, tu viens de marquer un doublé. Mon chéri, sois gentil et tu veux stop, basta, tranquille. Enfin, je le sens comme ça. C'était étonnant. Copers Galfano dans le chat qui nous dit ça prouve qu'il était vexé du retour de Benzema. Ça peut jouer aussi, hein. Ça l'a peut-être travaillé inconsciemment. Ça l'a peut-être un peu, voilà, il s'est titillé. Oui, mais le retour de Benzema, les gars, soyons celui qui aime le football. Il faut pas. Je comprends qu'il y ait des gens qui arrivent à mélanger les deux, d'accord? Nous, on est des passionnés de football, tous ensemble. On se doit de regarder les performances footballistiques. Le reste ne nous regarde pas. On ne doit pas juger l'homme. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Il va y avoir un procès, un jugement. C'est leur problème à eux. Nous, au niveau des performances footballistiques, quand tu es capable d'être au Real Madrid depuis tant d'années, de marquer autant de buts, d'être aussi performant, est-ce que sa place, elle n'est pas en équipe de France? Moi, je dis oui. C'est tout.
Ouais, c'est vrai que bon, c'est un débat qu'on a eu mercredi. Voilà. Bon, après, c'est revenir dans la psychologie, dans la manière de gérer un groupe, un effectif de la part de Didier Deschamps, hein. Il faudrait encore revenir en arrière, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, bon, il n'y en a pas un pour se satisfaire du retour enfin, les amoureux de football, comme tu dis, pour se satisfaire du retour de Benzema. Et en plus, bon, si les choses fonctionnent bien. Dans le vestiaire et que bon, ces petits couacs, allez, on va dire comme ça, ne sont que passagers, ben, on sera tous heureux de voir une équipe de France produire du football, un peu plus de football que ces derniers mois, parce qu'il faut dire la vérité, on s'est quand même un peu emmerdé ces derniers mois, hein, à part le match contre le Portugal en Ligue des Nations, mais on n'a pas vu beaucoup de football. Et c'est vrai qu'avec Benzema, on peut à la fois retrouver notamment du liant, un peu plus de technicité, mais également de l'efficacité. Bruno, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis d'accord avec toi, mais moi, je pose peut-être une question, je soulève peut-être un sujet. Est-ce que le souci, euh, entre guillemets, actuel, ce serait pas plutôt Mbappé? Euh, Ah, c'est vrai qu'on n'en parle pas. Depuis tout à l'heure, on parle de bon, Giroud, parce que Benzema, mais dans Mbappé, l'histoire, est-ce que on ça n'a pas serait fait pas, passer Mbappé, c'est vrai. est-ce que, juste je termine, est-ce que ça serait pas Mbappé, vu sa situation, avec Paris, on sait toujours qu'il ne sait pas trop. Moi, je souhaite qu'Mbappé fasse le plus bel Euro, qu'il nous conduise bien sûr à la victoire. Il n'y a aucun souci pour ça. Mais est-ce que le souci actuel, ce serait pas lui? Voilà, vis-à-vis un peu de son je suis pas dans l'avis du groupe ni rien, mais comme on disait la dernière fois et les échos qu'on a et les journalistes qui connaissent très bien Olivier Giroud, c'est un super gars. Bon, je comprends tout à fait ce que dit Jacques, mais bon, si Giroud dit la dernière fois ça, je pense qu'il y a quelque chose derrière. Moi, je pense que peut-être Mbappé, on a vu aussi toute un peu sa campagne, c'est Thibaut qui le disait très bien, Thibaut Vézirien la dernière fois, il y a eu un peu un petit duel en termes de communication avec le retour de Benzema. On a vu là toutes les unes qu'a fait Mbappé, mais c'est Mbappé, hein, attention bien sûr, hein, il peut le faire, mais peut-être que ça a un peu titillé son ego. Sa situation club n'est pas encore très claire vis-à-vis du PSG. On ne comprend pas trop comment ça va se passer. Bon, bon, il n'est pas si facile que ça à gérer un peu les derniers temps dans son image, dans son avenir. Bon, même si on dirait quand même c'est un super gars, un super joueur, on ne va pas revenir dessus. Voilà. Mais peut-être que l'avenir de l'équipe de France dans cet Euro dépendra de l'attitude sur le terrain comme en dehors de Mbappé. Moi, je pense que peut-être on va aller dans cette voie. Voilà. Robin, est-ce que tu es d'accord toi aussi également avec Steph 7613? On l'embrasse. Je suis d'accord avec Bruno. Il a pris la grosse tête, il boude, et quand un coéquipier marque, ce n'est pas une bonne attitude. Est-ce que toi aussi, Robin, tu le ressens comme ça? Bon, moi, je vais être clair, les amis, avec Mbappé. Si on veut gagner l'Euro, va falloir qu'il joue au football. Sur la première mi-temps, qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Chercher Benzema. C'était chercher Benzema. En fait, il déjouait. C'est ça le plus important. Donc, je veux bien qu'il cherche Benzema, qu'ils aient des affinités pour jouer ensemble. Moi, il n'y a pas de problème. Comme dit Jacques, moi, je suis pour les footballeurs, moi. Tu mets Pierre-Paul Jacques, tant qu'il joue bien au foot, ça ne me dérange pas. Mais il faut respecter le foot, des fois. Quand il faut faire la passe, il faut faire la passe. Quand il faut marquer, il faut marquer. Et là, le problème qu'il avait, c'est qu'il était absolument joué Benzema. Chercher Benzema. Chercher Benzema. Après, je comprends Giroud, qu'il a un peu pété les plombs, mais bon, comme il dit Jacques, il a quand même marqué 2 buts. Donc, le problème, c'est pas Benzema, c'est pas Giroud, c'est Mbappé, hein. Vous avez mis le doigt là où il fallait. Maintenant, il va Mais, falloir que Deschamps remette tout ça mais ce dans que, le droit chemin, quoi. Parce que déjà, il voulait répondre à Giroud en interview. Heureusement que Deschamps lui a dit non, non, tu restes ici avec nous, on se calme, on éteint le feu. Il faut que ça reste dans le vestiaire, tout ça. Oui, mais ce que disait Jacques, c'est pas tant sur le fond, c'est sur la forme. C'est-à-dire que il est peut-être, Jacques, enfin, je parle sous son contrôle, il va me répondre, mais Jacques, il n'a pas évoqué le problème, le réel problème de la connexion Giroud-Mbappé. Il a évoqué la réaction de la part d'un joueur Oui, expérimenté, la oui. réaction médiatique, alors d'un petit problème qui aurait pu se régler dans le vestiaire. Toi, Jacques, tu en penses quoi de l'attitude d'Mbappé sur le terrain? Est-ce que tu penses aussi qu'il a surjoué sa complicité avec Benzema? On a tous joué au football pour pouvoir réfléchir à qui tu vas donner le ballon. Alors peut-être que il préfère jouer avec Benzema, mais personnellement, moi j'ai joué pendant plus de 30 ans. Des fois, tu vois un maillot, si tu n'as pas forcément envie de lui donner, mais bon, voilà, c'est le football. Je ne vois pas Mbappé réfléchir à ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que
moi aussi, ce joueur-là, je trouve que, et ça, c'est devenu, je l'ai vécu, les joueurs sont trop importants maintenant. Ils gagnent trop d'argent, ils sont trop puissants. Mbappé, comme d'autres, hein, comme Neymar, comme pas mal de jeunes qui gagnent beaucoup trop d'argent, ils sont devenus trop influents dans le football. Ceci étant dit, la polémique, elle part de qui? De Giroud. Si tu as quelque chose à dire, ne le dis pas devant la presse. Alors après, Didier Deschamps, il muselle Mbappé en lui disant non, ne continue pas, mais il doit dire à Olivier Giroud, ça, c'est la première et la dernière. Si tu as quelque chose à dire, on se voit, on va dans mon bureau, on est 24 heures sur 24 ensemble et on règle le problème tous les trois, on en discute tranquillement, mais tu vas pas, toi, devant les médias, à la moindre truc, ça c'est ridicule. Parce que des histoires, les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que vous imaginez bien que des embrouilles, il y en a. Vous imaginez bien que des bagarres, il y en a. Ça, c'est combien de fois? Parce que l'autre, il a pris la place, mais c'est normal. Quand tu vis un mois, heureusement, on est à l'intérieur, on n'est pas à l'intérieur, mais moi, je l'ai vécu. Tu as tous les jours des histoires, tous les jours. Et si tu les fais, la moindre truc, tu as fait partir devant la presse, voilà où on en est. Oui. Bon. Jacques, on va te libérer. Oui. En voiture, oui, on ne voudrait pas être complice d'une mésaventure accidentelle automobile. Hein. Donc, reste concentré sur la route. Merci, les gars. Jacques, c'était très sympa à toi. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à vous connecter à Maritima dès le retour de l'actualité olympienne. Tu nous as dit que tu allais reprendre, vous alliez reprendre au mois de juillet, c'est ça? Non, début août, quand le championnat reprend. Je crois qu'on reprend une semaine avant le bar des supporters et après on reprend les matchs. Je crois que c'est le début, le 3 août. Voilà. D'accord. En tout début août, donc on retrouve Jacques Bail et Karim Attab, notamment dans le bar des supporters, mais également aux commentaires des matchs aussi bien à domicile qu'à l'extérieur. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que si le duo Karim Attab, Jacques Bail fonctionne, c'est parce qu'il est tout simplement empreint de simplicité et d'authenticité. Et pour moi, ça, c'est la clé de leur réussite et nous, on adore ça. Merci beaucoup, les gars. Merci de votre gentillesse, de vos gentils messages que je reçois souvent sur Twitter, vos attentions. Croyez-moi et croyez-nous, ça nous touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, je vous embrasse à tous, je vous dis un gros merci et puis à très bientôt. Au revoir. Merci Jacques, bonne soirée. Au revoir. Bon week-end, au revoir Jacques. Et puis je voudrais rajouter de professionnalisme aussi, évidemment, ça va de soi. Allez, on va clore le chapitre équipe de France et on va revenir. Alors on a un peu chamboulé le programme parce que Jacques avait à cœur de réagir sur cette polémique. Et puis, comme il était disponible en tout début d'émission, on a donc commencé par l'équipe de France. On va revenons à nos moutons et redéroulons la chronologie donc, de cet Euro. Juste un petit tour par Pays de Galles, Suisse. On est à 0-0 à la 40e minute. Voilà, donc on est sur SportMed, il est 15h40, c'est un spécial Euro 2020. On est en compagnie de Bruno Angelica, de Robinho et de Small qui gère en régie d'une main de maître. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur notre chaîne Twitch, de vous sub, vous n'allez pas le regretter, vous aurez des avantages exclusifs à venir, notamment dans nos prochains concours de parieurs dont nous allons parler un peu plus tard. Hein. Et vous pouvez également aller nous suivre sur nos comptes Twitter, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube pour rester connecté à SportMed. SportMed, c'est du foot, c'est l'Euro 2020, c'est aussi l'OM. Hein, d'ailleurs, vous avez rendez-vous à 18h avec Romain pour Made in Marseille, où là, l'émission sera consacrée exclusivement à l'Olympique de Marseille, la voix des supporters. Donc, on se retrouve à 18h avec Romain pour parler de l'OM. Là, on parle de l'Euro 2020. On revient à cette première rencontre, ce match d'ouverture Italie-Turquie, 3-0. Robin, l'Italie a tenu ses promesses. Je t'écoute. Qu'en penses-tu ? Et rappelez-vous, la dernière émission, je vous l'avais dit, attention à l'Italie, qui se présente comme un outsider, mais pour moi, elle est plus qu'outsider. Défensivement, ils ont très bien joué, ils ont une bonne défense, avec Spinazzola qui a fait un match exceptionnel en arrière-gauche. C'est très rare pour le souligner, c'est quelqu'un qui a les deux pieds. Hein. Pied droit, pied gauche, ça lui fait pas peur. Hein.
Le milieu de terrain, je vous avais prévenu, très très costaud. Barella, Jorginho, Locatelli. Et C'est devant, ben, ça va quand même vite. Hein. C'était une belle équipe. Après, je mets un bémol sur la Turquie qui a fait un match vraiment cataclysmique hein, quand même. Hein. Ils étaient à 10 derrière, ils essayaient à peine de sortir la tête de l'eau. Non, voilà, l'Italie, attention à l'Italie. Mancini fait un très bon travail. Hein. Ça nous change du Catenaccio. Maintenant, on est plus dans l'Italie joueuse quand même. C'est intéressant. C'est intéressant, ils évoluent. Quoi. Et Mancini, c'est quand même un gagnant. Moi, je vous le dis. Il va falloir faire attention à l'Italie. Ouais, c'est vrai que tu nous l'as dit depuis le début, Mm. cette Italie qu'on retrouve fringante et joueuse. Hein, c'est pas on est loin des équipes d'Italie de l'époque du Catenaccio, hein, Bruno? Elle attaque, c'est ça qui fait plaisir. Alors peut-être tout à l'heure, je vois dans le chat un peu trop j'ai eu un peu trop d'optimisme et d'élan lyrique pour l'Italie. Mais ce qui fait plaisir quand on regarde le football et cette Italie des dernières années, c'est que bon, depuis Mancini y est depuis 3 ans. Et puis quand on voit un match comme hier, ça attaque, ça attaque, ça attaque, ça défend pas comme comme tu dis Gilles, que avec le Catenaccio de l'époque. 70 possessions de balles, ça attaque, c'est un 70% de possession de balles en première, 60% hier au total. 11 tirs contre un seul pour les Turcs qui n'ont pas été bons, comme le dit Robin. Pas de défaite depuis 28 matchs. Un 4-3-3 qui fonctionne de plus en plus. 9 matchs sans prendre de but depuis hier. C'est quand même très positif, quoi. Donc on peut un peu peut-être s'enthousiasmer. Mancini a vraiment redonné une âme, un élan offensif à cette équipe italienne, avec beaucoup de jeunes, avec Chiellini Bonucci hier qui ont montré qu'ils étaient encore là malgré leur âge. Immobilier très fort devant, Spinazzola qui a été fantastique, hein. Latéral gauche qui s'est presque transformé, Robin tu me le diras, en ailier gauche hier. Donc c'est quand même très positif et ça fait plaisir. Voilà. Qui ils ont dans le groupe, l'Italie? Je n'ai pas potassé, je suis désolé. Italie, Suisse, Turquie, égale. D'accord, donc en fait, le match qui est en train de se dérouler sous nos yeux, Pays de Galles, Suisse, fait également partie du groupe de l'Italie. Ouais, on peut C'est ça. d'ores et déjà. Italie, tu as Italie, mercredi 16, tu auras Italie-Suisse et Turquie-Galles. Voilà, les prochains rendez-vous. Ouais. D'ores et déjà penser que la première place du groupe ne devrait pas lui échapper parce que pour le moment, Pays de Galles, Suisse, bon, allez, on va pas faire des bilans au bout de 40 minutes, mais bon, il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Robin, l'Italie donc a tenu ses promesses. La France, bon, sait à quoi s'attendre, hein. Comme l'a dit Jacques, elle fait partie des favorites, mais il y a des outsiders sur qui il faudra compter. Et parmi ces outsiders, la Belgique, les voisins d'Outre-Quiévrain qui vont rentrer en lice ce soir à 21h. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette équipe belge qui souffre de pas mal de petits pépins, de blessures, hein. On a Hazard qui va sûrement pas démarrer ce soir. On a Van Buiten. Tu veux que je... Van Buiten. Il y a... est out encore et Witzel aussi qui ne sera pas de la partie. Ouais, tu veux que je fasse un peu le point. Tu as 3 joueurs majeurs du dernier mondial où les Belges avaient quand même tout cassé jusqu'à cette demi-finale contre la France, c'est-à-dire Witzel, De Bruyne et Hazard qui sont out. Concrètement, les 3 joueurs sont espérés pour le 3e match seulement, voire le 8e pour la suite. Voilà, donc c'est quand même 3 grosses absences. Et avoir bien en tête que les Belges ont aussi perdu 3 piliers du dernier mondial, Kompany, Fellaini et Moussa Dembélé. Voilà, 3 piliers de la dernière Coupe du Monde qui ont pris leur retraite internationale. Hazard, c'est 10 minutes de jeu en sélection depuis 19 mois. Voilà, c'est les 10 dernières minutes qu'il a fait contre la Croatie lors de la dernière victoire 1-0. Donc tout ça pour dire, Robin peut-être sera d'accord avec moi, que cette sélection quand même, à part Courtois et Lukaku, qui sont les hommes les plus en forme, ne sont pas dans une forme absolue, malgré, je crois, toujours leur première place mondiale au classement FIFA. Ouais. Oui, bon, Bruno. Robin, tu vas nous confirmer, même si ce n'est que la Russie ce soir à 21h. Hein. Robin. Oui, exactement. Bon, Bruno a tout à fait raison. Hein. Moi, si je vois la compo que j'ai sous les yeux,
réellement, la Belgique, c'est plus la Belgique d'avant. Hein. Déjà, quand tu enlèves le créateur Kevin De Bruyne, déjà là, c'est plus la même chose. Ils vont galérer pour construire le jeu. Ils ont Chadli à gauche. Pour moi, c'est pas un milieu, c'est pas un latéral gauche, parce qu'il joue à 3 derrière, hein, 3-5-2, 3-4-3. C'est pas un latéral gauche qui est pas très rapide. La seule qui peut les sauver, c'est Castagne qui fait latéral droit. Lui, c'est un très bon joueur. Devant, Lukaku marche sur l'eau. Mais par contre, au milieu de terrain, De Donker et Yuri Tillmans, c'est pas Kevin De Bruyne, les gars. Donc on les voit peut-être un peu trop beaux, la Belgique aussi, mais ça va pas être facile pour eux. Bon, ce soir, ils ont de la chance, c'est la Russie. La Russie va jouer à 10 derrière aussi, vous allez voir, ça sera en contre. Malgré qu'il y ait Dzuba devant, c'est le long ballon sur Dzuba, je peux vous l'annoncer dès maintenant. Mais moi, la Belgique, je ne les vois pas comme favoris. Hein. Enfin, je peux me tromper après, hein, je n'ai pas la science infuse. Mais quand je vois leur équipe par rapport à avant, comme a dit Bruno, Fellaini, compagnie, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, c'est plus la même Belgique, là. Là, voilà, on est d'accord, là, ça va être compliqué. Je vous le dis. Moi, je pense plutôt à. La durée d'indisponibilité de De Bruyne, qui est quand même à l'heure actuelle un des meilleurs joueurs du monde, hein, il faut le dire quand même. Ils espèrent. Il a une double fracture, exactement, double fracture du nez et de l'orbite gauche, exactement, le 29 mai lors de la finale perdue par son club contre Chelsea, donc lui avec City. Et donc du coup, il n'est pas avec la sélection en ce moment, il s'entraîne seul. Il s'entraîne et il essaye de se remettre seul. Et donc les infos du jour, c'est qu'ils espèrent le retrouver soit pour le 3e match, pas avant le 3e match, soit pour donc ça sera le 8e, c'est ça, je dis pas de bêtises, soit le match d'après. Voilà. Donc normalement, et d'après les infos aussi qu'on a qui se disent dans la presse, donc que ce soit Hazard et Witzel ne seront pas prêts pour cette première phase de groupe. Voilà. Bon, le groupe B de la Belgique, c'est pas non plus le groupe de la mort. Hein. On rappelle, donc Belgique-Russie ce soir à 21h. À 18h, après Pays de Galles-Suisse, on a Danemark-Finlande. Et Danemark-Finlande, ce sont les deux autres équipes qui se trouvent dans le groupe avec la Belgique et la Russie. Ça veut dire que normalement, même sans ses meilleurs joueurs et avec un Eden Hazard hors de forme, ça devrait passer quand même. Moi, je pense que la Belgique, il faudra encore s'en méfier. Et malgré tout ce que vous avez dit, attention, c'est une équipe qui pourrait monter en puissance. Et moi, je les vois bien devenir dangereux en ayant acquis cette expérience, justement, durant la Coupe du Monde 2018. Je les vois bien devenir dangereux au fil de la compétition. Et surtout, ils sont revanchards. En fait, moi, je me méfie. Pour moi, je continue d'en faire, pour moi, l'ennemi numéro un de l'équipe de France pour la victoire finale, la Belgique. Ça peut être possible. Après, et Lukaku, hein, on n'a pas insisté sur Lukaku, Romelu Lukaku qui a été prépondérant décisif dans le titre, le Scudetto de l'Inter, qui a été meilleur buteur du Calcio et je crois d'ailleurs meilleur joueur du championnat italien cette année. Donc c'est vraiment là, il entraîne vraiment tout le monde avec lui. Mais il a dit, Robin, il marche sur l'eau, hein, Robin. Il te plaît ce joueur, hein, tu aimerais bien le voir porter la tunique blanche olympienne. Hein. Ah, Romelu Lukaku, j'adore ce joueur. Hein. C'est un très très bon joueur, très bon attaquant, assez grand et assez rapide en même temps, et précis devant les buts. Il a franchement franchi un palier avec Antonio Conte à l'Inter de Milan. Par contre, il y avait une chose qu'on n'a pas dit sur la Belgique, c'est qu'ils ont récupéré Thierry Henry en coach adjoint. Ça peut peut-être aussi nous aider. Il ne faut pas oublier que Thierry Henry est revenu, comme pour la Coupe du Monde, où vous avez joué en finale, et il sera spécifique pour les attaquants. Non, mais je ne crache pas sur la Belgique, parce que je sais qu'ils ont quand même un bon collectif. Par contre, voilà, il manque des gros joueurs, et on va bien voir pour l'Euro. Hein, mais bon, comme tu dis, le groupe, c'est pas le groupe de la mort. Ils vont sûrement passer. Après, les huitièmes de finale ou quart de finale, c'est plus la même chose. Là on rentre dans le vif du sujet. Et puis, non seulement c'est pas le groupe de la mort, et puis n'oublions pas que cette année, avec le fait de l'élargissement du nombre de participants, on a quasiment les 3 premiers qui se qualifient, ou tout au moins les 3 le meilleur troisième. meilleurs troisièmes. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'honnêtement, pour que des équipes comme la Belgique ou l'Italie et même la France passent au travers et ne se retrouvent pas en huitième de finale, il faudrait vraiment, vraiment une catastrophe quand même. Hein. Tout à fait. Autre petite stat info, une seule défaite depuis le mondial 2018 pour la Belgique. C'était contre la Suisse, un 5-2. Donc, bon, il n'y a pas eu depuis 2018, et malgré tout ce qu'on vient de dire, il n'y a eu qu'une seule défaite, un seul gros accro. Voilà. Et c'est vrai qu'on rappelle quand même que c'est quand même extraordinaire. Un petit pays comme la Belgique, un petit pays comme les Pays-Bas. Bon, même si la Belgique est moins souvent
disons, sur le devant de la scène. Les Pays-Bas, c'est quand même 3 finales de Coupe du Monde et 1 euro gagné, mais des petits pays comme ça qui arrivent. Et je pense aussi, si on se transporte du côté de l'Amérique du Sud, à l'Uruguay, 3 millions d'habitants, il y a quand même des Tout à pays comme fait. ça sur la scène internationale. On se demande comment ils font, mais il y a une vraie tradition, il y a un vrai héritage et le football l'ADN football est très, 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 très fort dans ces nations-là et ils arrivent toujours quand même à passer des générations et à exister. Moi, je suis assez admiratif quand même. Les Pays-Bas, hein, c'est vrai, les Pays-Bas, on n'en a pas trop parlé encore jusqu'à maintenant, mais bon, ils font pas trop de bruit, mais ça pourrait être aussi un épouvantail de cette compétition. C'est sûr. Maintenant, pour la Belgique, par rapport à un peu ton enthousiasme ou moi j'ai peur quand même que la De Bruyne il faut quand même toujours un homme Chef fort, hein, d'orchestre. qui porte un peu la sélection. Alors on parlait de Lukaku, mais De Maestro. Bruyne quand même, vous avez vu la saison qu'il fait, il n'y a rien à dire. Et là quand même, ça peut quand même leur porter préjudice que pratiquement qu'ils soient pas prêts pour toute cette première phase. Un peu, ça me rappelle le Zizou de 2002. Peut-être que ça peut quand même leur porter préjudice. Allez, on verra ça. On va s'attarder un petit instant sur l'adversaire de l'équipe de France mardi, l'Allemagne. Et ensuite, on, on passera donc à notre deuxième partie. Excusez-moi. L'Allemagne, la Mannschaft. La Mannschaft. Mannschaft, Deutschland über alles. Est-ce que c'est toujours vrai, Bruno? L'Allemagne au-dessus de tous. Slogan. L'Allemagne, elle reste sur une victoire lundi contre la Lettonie 7-1 et d'après les infos qu'on a pu entendre et lire, donc on dirait que enfin, et Robin sûrement ira sur la même idée. Joachim Löw a trouvé une défense à 3. Hein, on dirait qu'il y a un équilibre qui a été trouvé, mais seulement lors de ce dernier match, parce que avant, il y avait beaucoup un peu d'incertitude. Il n'y avait pas encore la fameuse rigueur et allemande et un certain équilibre dans l'équipe. Donc on dirait que très tardivement quand même, avant Saint-Euro, ils ont trouvé leur système. Avec le rôle essentiel des latéraux d'après ce qu'on a pu voir et entendre, Oui, Müller oui. qui revient, les anciens, Hummels. Donc on va voir, mais peut-être que ça peut paraître un peu trop tardif à quelques jours de l'Euro de trouver un peu cette entente. Je sais pas, Robin, ce que tu en penses. Oui, oui, je suis d'accord avec toi, Bruno, partiellement. Bon, l'Allemagne, il faut savoir que c'est un petit peu sur le déclin depuis quelques années quand même. Là, Joachim Löw, pour sa dernière, a réussi à peut-être faire un amalgame, ou pas un amalgame, excusez-moi, un mix entre expérience et jeunesse, car on voit la défense avec Ginter, avec Hummels, avec Rudiger. Après, sur les côtés, Kimmich, c'est très bon, très très bon de Bayern Munich. Gosens, je suis pas fan. Bon, l'attaque, ça va être pas mal aussi, car on est avec Gnabry, Kai Havertz et Müller. C'est un savant mélange de jeunesse, rapidité et Müller d'expérience. C'est une belle équipe, mais je pense que la France a toutes ses chances pour gagner contre l'Allemagne quand même. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Comme tu dis, voilà, ce qui va être intéressant dans ce match-là, c'est que eux vont jouer vraiment à 3 derrière, ils vont prendre toute la largeur, et nous, on va jouer normalement en losange. Ça va être un match très tactique. Donc après, s'ils ouvrent le jeu, on aura nos chances. S'ils ferment le jeu, ben, ce serait une attaque-défense. Nous verrons bien. Bon, un match à Munich, dans une atmosphère assez étrange, quand même, un peu particulière. Hein. On a vu ça et là dans les diverses comptes rendus des envoyés spéciaux que ça respire pas vraiment la passion. Les Allemands sortent à peine du confinement. On n'a pas l'impression qu'une grande compétition arrive hein, du côté de Munich. Donc, on n'a rien à craindre de ce point de vue-là au niveau de l'hostilité, de l'ambiance, de l'atmosphère. Hein. Un stade de Munich qui sera rempli justement non, qui sera 14 000. parsemé de 14 000 personnes. Hein, c'est ça, Bruno? 14 000 personnes sur une capacité maximale d'à peu près 75 000, 22% seulement de la jauge. C'est le plus petit pourcentage d'ailleurs des 11 villes. Il faut savoir donc, comme tu viens de dire Gilles, que la Bavière et Munich retrouvent à peine depuis une semaine ou 10 jours un peu la liberté et le déconfinement. Donc petit à petit, la vie reprend ses droits. Donc du coup, les contraintes et les restrictions sont toujours très présentes. Voilà. Autre info marrante, c'est que l'engouement Alexis Menuche de l'équipe dans un très bon papier il y a quelques jours. 40, la Mannschaft, le maillot, le fameux maillot allemand, les prix ont été baissés de 40% sur la vente du maillot. Bon, on dirait qu'en Allemagne, quand même,
la popularité de l'équipe est toujours importante. Donc on dirait que vis-à-vis de cet Euro, malgré le fait que ce match va se passer à Munich, qui accueillerait 4 matchs en tout, on dirait que les Allemands ne sont pas trop portés sur un peu sur l'Euro. Bon, c'est quand même un gros pays de football. Hein. On se souvient de la Coupe du Monde où qui avait vachement bien marché en termes de popularité. Donc peut-être que là, derrière un peu toutes ces infos, les Allemands n'y croient pas trop cette année à leur sélection. Voilà, c'est ce qu'on peut se dire avant ce premier match. Moins 40% sur les maillots de la Mannschaft. Sur les maillots. Voilà qui en dit long sur le faible engouement du peuple teuton pour son équipe nationale. Lui qui d'habitude, il faut dire aussi Très que enthousiaste. d'habitude, c'est vrai qu'ils sont beaucoup derrière leur Mannschaft, mais il faut dire que la dernière campagne en Russie de l'équipe allemande s'est soldée par un véritable fiasco. Donc ils attendent peut-être d'être reconquis. Voilà. En tout cas, toujours est-il que voilà, c'est pour ça on a parlé d'ambiance feutrée parce que voilà, il n'y a pas vraiment cette hostilité et ce ne sera pas un véritable match à l'extérieur à couteau tiré comme on peut s'y attendre généralement quand des équipes accueillent la compétition chez elles à domicile.